Salut les Z, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les zèbres parce que vous êtes plusieurs à m'avoir demandé de faire une vidéo sur les pervers narcissiques ou en tout cas la relation avec un ou une pervers narcissique. Et je sais que c'est un sujet très important, mais si j'ai pas fait de vidéo jusqu'à présent sur ce thème, c'est que pour moi, il était délicat à aborder parce que je ne veux pas tomber dans de la vulgarisation à outrance. Et donc, comme pour toutes mes vidéos, je vous mets en garde, je n'ai pas fait des recherches approfondies sur la relation avec un ou une pervers narcissique. Je vais surtout vous parler de mon expérience, puisque j'ai eu, on va dire, au moins 2 relations avec des manipulateurs. Et donc, je vais évidemment parler des relations amoureuses et de mon propre vécu, sachant que vous pouvez avoir eu un vécu différent, avoir eu affaire à un profil différent, mais peut-être que vous allez retrouver des choses là-dedans. Et mon but n'est pas de dresser le portrait du ou de la pervers narcissique dans sa relation amoureuse, mais surtout de parler du vécu, du point de vue du zèbre, et en quoi le profil du zèbre peut nous amener à tomber plus facilement dans les filets du pervers narcissique. Alors, j'ai une porte qui est ouverte derrière moi. Et je n'aime pas avoir une porte derrière moi. Je ne sais pas si c'est feng shui ou pas, mais c'est vrai que j'ai jamais trop aimé avoir une porte ou une fenêtre dans mon dos. Je sais pas, ou j'ai vu trop de films d'horreur peut-être. Alors, revenons au sujet. Donc, j'ai envie de parler de la relation avec un ou une manipulatrice. En l'occurrence, dans mon cas, il s'agit d'hommes. Et donc, d'une relation en particulier que j'ai eue avec un pervers narcissique. Déjà, avant de parler de cette relation destructrice, puisque moi, ça m'a pas mal détruite, j'ai mis quand même du temps à m'en remettre, à me sortir de la toile, bizarrement. C'est-à-dire que c'est ça qui est étrange et qui nous culpabilise énormément, c'est que moi, j'avais le sentiment d'avoir conscience de tout, de voir tout. Et pour autant, je n'arrivais pas à me libérer de cette relation. Ça a été très très compliqué. Et ça en met un coup à l'estime de soi parce que on se sent très nul, très bête de rester prisonnière du piège, quoi. Et je crois que l'entourage aussi ne comprend pas qu'on puisse ne pas se libérer d'une relation aussi toxique. Et ça en rajoute une couche et je crois que ça nous affaiblit encore un peu plus. Parce qu'au moment où il faudrait s'échapper, il faudrait avoir de la force, du courage, de l'énergie, et on n'en a plus. Et donc si l'entourage, et je ne veux pas les blâmer, mais ne comprend pas et dit « mais qu'est-ce que tu fais encore avec cette personne-là » c'est vrai que ça nous affaiblit encore un peu plus. Comment j'en suis arrivée à identifier que c'était une relation avec un pervers narcissique ? C'est lié aussi à mon identification de zèbre. Quand j'ai lu le livre de Christelle Petit-Colin, Je pense trop, elle consacre un chapitre à la relation toxique avec un pervers ou une pervers narcissique. Et là, je me suis dit, punaise, c'est pas possible, quoi. Un élément de plus, un signe de plus que je suis peut-être zèbre HPI. Et ça m'a profondément marqué parce qu'en tout cas, le descriptif qu'elle en fait correspondait à ce que j'avais vécu. Et l'analyse qu'elle en donne m'a fait du bien et je me suis rendu compte que le profil du zèbre, en tout cas c'est aussi ce qu'elle dit, est une victime idéale pour le pervers narcissique. Ça a raccroché à mon vécu et en même temps ça m'a donné un indicateur supplémentaire que je pouvais être zèbre. Je ne dis pas que toutes les personnes qui ont une relation avec un pervers narcissique sont zèbres, mais c'est assez avéré a priori que beaucoup de zèbres peuvent tomber ou sont plus sujets à des pervers narcissiques. Et il y a plusieurs raisons à ça. Je crois que les deux profils s'emboîtent et se complètent parfaitement bien. Et sur la notion de vide, je dirais qu'un zèbre a un vide d'amour, de reconnaissance. Et je pense que ça peut être un trait commun aux zèbres, surtout les zèbres identifiés adultes ou sur le tard, d'avoir ce manque de reconnaissance, cette course à l'amour, quoi, en fait, à l'acceptation dans un clan, dans un groupe, et à la reconnaissance de qui on est et de nos valeurs, de nos qualités, en fait, puisqu'on a plutôt vécu dans l'ombre de nos qualités et plutôt vu comme des défauts. Et pour moi, le profil du pervers narcissique, donc vous voyez, vous comprenez, quand je dis le profil, je parle homme ou femme, mais évidemment que dans mon esprit, c'est plutôt homme, puisque ça a été mon expérience, mais j'utilise le mot profil exprès pour rester neutre sur le genre. Le profil pervers narcissique, selon moi, a un vide affectif aussi, et ces deux vides s'attirent comme un aimant. Et plus que des vides, ce sont des puits sans fond, sans fin.
Et c'est ce qui fait la mécanique dans laquelle on a du mal à se sortir. C'est-à-dire qu'il y a un appel, il y a quelque chose qui s'aimante de très fort entre un zèbre et un pervers narcissique, qui sont deux vides d'amour qui cherchent à combler. Sachant que le HPI a plein d'amour à donner, puisqu'il en a autant, sinon plus, que celui qui ne l'a pas reçu. Et il est capable de beaucoup d'affect, de par son empathie, de beaucoup de démonstrations, d'un engagement sans faille, très profond, d'une grande fidélité. C'est le mode tout ou rien, c'est l'intensité. Alors ça aussi, ça joue beaucoup dans l'attraction des deux profils. C'est qu'un zèbre vit et a besoin d'intensité. Ça le rend vivant. Donc, on va tomber plus facilement dans des relations passionnelles. Parce que c'est exaltant, c'est intense, ça nous rend vivants. Mais c'est aussi très destructeur. Et finalement, le pervers narcissique, il arrive assez bien à comprendre ce mode intense et il va jouer là-dessus. Alors, quand je dis jouer, je ne dis pas que c'est volontaire, mais je ne donne plus beaucoup de crédit aux pervers narcissiques. C'est-à-dire que je crois que ce sont des personnes qui sont capables de prendre conscience qu'elles font souffrir sans pour autant chercher à changer. Oui, bien sûr, ce sont des personnes qui vont aller voir des psys, qui vont vous pleurer dans les bras, qu'elles vont changer, qu'elles ont conscience. Pour moi, tout ça, c'est de la mascarade. Mais c'est très compliqué de déceler le vrai du faux, parce que dans le moment où elles vous disent ça, en tout cas moi, quand ça se passait, ça me semblait sincère, ça me semblait vrai, il y avait des larmes. Et ça, quand on a de l'empathie, on est sensible à ça et on peut difficilement croire que c'est faux. Parce que ça dépasse, en tout cas moi, ça dépasse mon entendement qu'une personne puisse jouer, puisse manipuler à ce point. Donc comme ça dépasse mon entendement, comme ça n'est pas possible d'être aussi peu honnête, eh bien il y a toujours une part d'espoir et il y a toujours une part d'humanité dans ces profils. Et c'est le début de la fin, parce que tant qu'on a un espoir dans la relation, ou tant qu'on voit dans la personne qu'on aime une part d'humanité, alors ça peut paraître terrible ce que je dis, mais moi ça a été peut-être ma façon de me sauver, c'est que j'ai fini par me dire qu'il n'y en avait pas d'humanité. Mais tant qu'on voit une part d'humanité, tant qu'on a un espoir, on va rester prisonnier ou prisonnière, en tout cas moi je suis restée prisonnière de la relation longtemps, parce que les sentiments, ils sont intenses, quoi. Ils sont là. Alors certes, ce sont des sentiments qui font plutôt souffrir, qui amènent à de la souffrance, mais c'est exaltant. Il y a un côté passionné, passionnel, qu'on peut pas nier, qui est agréable. Enfin, agréable. C'est même pas le mot de dire que c'est agréable à vivre, c'est exaltant. Pour revenir à mon expérience, puisque c'est comme ça que je vous ai dit que j'allais vous présenter cette vidéo, moi je suis restée dans une relation. Le premier, je ne sais pas si c'était de la perversion narcissique, c'était quelqu'un qui souffrait de schizophrénie, mais donc il y a de la manipulation dans ce profil-là aussi, parce que ce sont des personnes très très intelligentes. Et la deuxième relation, elle a duré aussi un petit bout de temps, trop longtemps, c'est sûr. Et pour m'en sortir, il a fallu que je mette de la distance géographique, c'est-à-dire que il a fallu que je me mette dans un cadre où je ne pouvais pas me laisser avaler, engluer, je ne pouvais pas retomber. Et même avec la distance kilométrique, il m'a fallu du temps. L'intensité des sentiments, elle est très très compliquée à gérer. C'est très compliqué de prendre de la distance avec ça. Même si moi, je voyais, en tout cas j'avais le sentiment de voir de plus en plus clair dans les mécanismes dans lesquels cette personne me mettait. Parce que c'était des scènes qui se rejouaient et qui me mettaient dans tous mes états, qui m'épuisaient au niveau nerveux et émotionnel. Mais comme il y avait toujours la contrepartie, c'est-à-dire qu'au pire, je souffrais, au pire, cette personne me faisait mal dans mes sentiments, au mieux, elle me faisait ressentir de l'intensité, de la passion. Et donc, on devient un peu accro. Accro, ouais, c'est le addict, en fait. Ça doit être pareil sur les phénomènes d'addiction, d'addictologie. C'est-à-dire que le manque est cruel, mais quand on a sa dose, il n'y a rien de mieux, quoi. Il y a ce jeu permanent entre je te détruis et je comble un peu de ce vide d'amour avec de l'intensité. Voilà. Mais on en reste toujours à la même phase passionnelle des débuts, puisqu'on ne vit que des ruptures et des recommencements. Donc, il n'y a rien de constructif. Il n'y a aucune évolution dans la relation, il n'y a aucun projet durable. Alors, j'imagine qu'on peut s'installer avec une personne pervers narcissique, qu'on peut avoir des enfants avec cette personne, évidemment. Moi, ça n'a pas été mon cas.
heureusement, j'allais dire. Et avec du recul, je me dis que c'est terrible, quoi. C'est terrible ce qu'on peut faire par amour, sachant que c'est pas de l'amour. C'est ça la confusion, en fait. C'est pas de l'amour. Mais il y a un moment dans sa vie, on veut autre chose. On veut construire, on veut aussi de l'apaisement. Parce que, je vous l'ai dit, c'était épuisant. J'avais perdu beaucoup de poids. J'ai dû consulter des psychiatres pour remettre de l'ordre dans tout ça. J'avais une piètre image de moi-même. Vraiment, j'étais brisée. Complètement brisée. À ce moment-là, on est faible. Et on est faible à ses sentiments. Et c'est ça qui nous fait recraquer ou qui fait qu'on a du mal à se sauver la vie, à la peau, quoi. Moi, il a fallu que je déménage pour me sauver la peau et que je m'appuie sur des amis qui étaient là, qui étaient fidèles, qui ne me jugeaient pas. J'ai aussi rencontré, on va dire, l'homme de ma vie qui n'est pas du tout dans ce schéma-là et donc j'ai pu découvrir un autre type de relation sain, apaisé, constructif et où chacun s'apporte dans ses limites tout en se respectant dans ses différences. Enfin voilà, quelque chose de fondamentalement différent, mais qui évolue, mais qui est tellement apaisant, tellement reposant. On ne peut pas comparer. Après coup, on se dit, comment j'ai pu, dans cette relation avec ce pervers narcissique, croire que c'était de l'amour ? Comment j'ai pu permettre à ce qu'on me manipule de la sorte, à ce qu'on m'utilise comme un jouet de la sorte ? Comment j'ai pu, sachant que je suis responsable, hein, évidemment, comment j'ai pu me laisser faire ? Quand j'ai découvert que j'avais un profil HPI, ça m'a aussi réconciliée avec cette culpabilité d'avoir été dans les griffes d'un pervers narcissique parce que je me suis dit, bah ouais, mon fonctionnement était le fonctionnement de la victime idéale pour un pervers narcissique. L'empathie, le besoin d'intensité, l'intelligence, si je puis dire, le fait de raisonner, de voir les choses, de ne pas me laisser faire, de résister un petit peu. Je crois que ça met du piment. Le pervers narcissique, il se nourrit de l'amour qu'on lui donne, et du fait qu'on se batte pour cet amour, et en fait, il a besoin quelque part de personnes résistantes, de personnes intelligentes, de personnes... Parce que sinon, ça serait pas drôle. S'il pouvait anéantir sa victime en 2-3 jours, il n'y a pas d'intérêt. Il y a de l'intérêt quand la personne a envie de se battre et a envie de sauver. Alors évidemment, vous rajoutez un côté sauveur au profil, comme moi je peux avoir. Et là, on a le cocktail parfait. Quand on se relève, qu'on se dit « je vais t'aider, tu vas t'en sortir », quand on croit qu'il y a encore cette humanité chez l'autre et un amour sincère, on glisse. Et le pervers narcissique s'en sert. Il a très bien compris le fonctionnement qu'on peut avoir, et donc le fonctionnement des HPI. Le pervers narcissique vous pompe votre énergie, parce que le HPI en a à revendre de l'énergie. Et c'est ça qu'il va chercher. En fait, et cette énergie, plus il pompe, plus on s'en vide, et plus on se vide de son énergie, plus on a besoin de l'amour du pervers narcissique, plus on devient une loque, plus on perd ses moyens. C'est l'engrenage, ouais, c'est la toile. C'est la toile dans laquelle on est complètement prisonnier, même en étant conscient. De ces deux relations, je me suis libérée à partir du moment où je me suis convaincue que ce que je voyais, que ce que je croyais voir n'était pas la réalité. Et qu'en l'occurrence, cette personne qui me promettait des sentiments, qui me promettait de changer, elle était peut-être sincère dans ce qu'elle me disait, mais que ça n'arriverait jamais. Et à partir du moment où j'ai commencé à voir l'autre avec ces yeux-là, j'avais beau ressentir mes sentiments, ça m'a permis de prendre de la distance et de me dire, attention, entre ce que tu vois, ce que tu veux bien voir, ce que tu veux bien croire, et la réalité qui ne changera jamais. Et à partir de là, c'est moi qui ai déshumanisé un petit peu mon partenaire. Et j'ai pu être très dure, mais de toute façon, pour se sauver, on est obligé d'être très dur à un moment donné. Et donc de fermer toutes les portes, parce que dès qu'il y a une faille, le manipulateur s'engouffre dedans. Et je crois qu'en tant qu'HPI, on est aussi très bien placé pour montrer nos failles. Et alors, c'est très facile pour un manipulateur de renverser les situations quand on a une personne qui donne le fouet pour se faire battre, quoi. C'est un peu comme ça que je le vois. C'est l'entourage qui m'a beaucoup aidée à ne pas complètement sombrer, parce que j'arrivais à me convaincre que c'était moi le problème, et mon entourage n'arrêtait pas de me dire « mais non, mais non, mais… » Enfin voilà. Et donc, même si l'entourage pense qu'on n'entend pas, que ça glisse sur soi, eh ben c'est faux en fait. Ce sont des choses qu'on entend, et quand on a besoin d'aller puiser, on s'en rappelle très bien. Donc, sans culpabiliser, sans moraliser, si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est dans une relation destructrice, vous aurez bien souvent l'impression que vos paroles, votre présence n'a aucun impact. Eh bien, dites-vous que c'est pas vrai. Après, je sais que la relation avec un ou une pervers narcissique n'existe pas que dans la relation amoureuse. Beaucoup de personnes m'ont aussi parlé de relations
perverse avec un parent. Je pense que c'est terrible, terrible, terrible aussi. Sur les dégâts que ça peut faire sur un enfant. Mais en tout cas, je ne peux parler que du cas de la relation amoureuse, malgré que je sais que, il existe, que la perversion existe au travail, dans le schéma parental, etc., etc. Évidemment, je suis sûre que je n'ai pas été complète sur le sujet, mais ce qui est toujours super intéressant, c'est que je sais que vous allez mettre peut-être en commentaire votre propre point de vue, votre propre expérience, et que ces commentaires sont aussi utiles que ma vidéo, parce qu'ils sont là, et que souvent, après une vidéo, on va lire les commentaires, donc n'hésitez pas à compléter, à enrichir ces thématiques, et puis si besoin, on en reparlera dans une prochaine vidéo. Alors à bientôt!